Cher peuple de France, dans cette nouvelle série de vidéos, vous trouverez un concentré de faits insupportables pour notre peuple, corruption, scandales, insultes, racisme anti-blanc et anti-français, etc. Elles vous montreront à quel point la France a été mise en faillite par des individus sans scrupules, qui propagent de la haine contre notre peuple et notre pays. Parmi eux, il y a des partis de gauche, notamment l'extrême gauche, dont LFI, le NPA et les écologistes qui sont des communistes déguisés en écologistes. Le gouvernement, bien sûr, fait partie de la coalition anti-française. Avec une dette abyssale. Ils veulent en finir avec la France et son peuple autochtone en le remplaçant par une immigration que les Français normaux ne veulent pas. Les agriculteurs sont traités comme des moins que rien. Pourtant, ce sont eux qui nourrissent le pays et ses incompétents. Gardez votre courage et ne baissez pas les bras. Ayez toujours un drapeau bleu, blanc, rouge avec vous pour le brandir dans les manifestations patriotes. Nous vous souhaitons une bonne visualisation. Nous essaierons, dans la mesure du possible, de diffuser plus de vidéos. La Ligue des droits du peuple vous souhaite bon courage contre les difficultés qui se présentent à nous. Rien n'est définitif. Tout recommence lorsqu'il y a une volonté de vaincre. Signé le président de la Ligue des droits du peuple. De construire des éoliennes marines, ça va avoir des conséquences non seulement sur le prix de l'électricité, mais également sur le coût d'acheminement. Et ça va impacter non seulement les ménages, mais ça impactera également les industriels. En fait, pardonnez-moi, mais c'est criminel. C'est criminel. Ceux qui nous dirigent, c'est criminel. Oui. Moi, je vous assure, c'est criminel. Oui. Alors, pas au sens premier. Pas au sens premier. Oui. Au sens, je veux dire, métaphorique. Exactement. Mais enfin, moi, je trouve ça invraisemblable. Je trouve ça invraisemblable. Je trouve que ce pays est invraisemblable et que les politiques, je le répète, en fait, il y a que Marine Le Pen qui monte au créneau. C'est la seule. Et non, il y a Éric Ciotti, Marine Le Pen et l'UDN. Et le RN monte au créneau. Le RN monte au créneau. Retailleau a fait une tribune dans le Figaro, je crois, qui disait qu'il fallait arrêter les subventions publiques aux énergies renouvelables. Oui. Simplement, son point de vue, je pense, n'est pas partagé par tous les chapeaux à plumes de je suis d'accord avec vous. J'ai eu ces discussions avec Jean-François Copé qui m'expliquait que le renouvelable, c'était formidable. Oui. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Et voilà. Oui. Tout à fait. Vous vous souvenez du débat qu'on a eu l'été dernier, en effet, quand Bruno Retailleau avait fait cette tribune-là, avec M. Bellamy notamment et M. Lisnard, il y avait eu ensuite, vous savez, cette proposition de moratoire sur les énergies non renouvelables. L'Assemblée nationale avait voté ce moratoire à l'initiative du RN, et c'est ensuite le Sénat qui avait refusé de le voter en consacrant justement ce mix énergétique entre le nucléaire et les ENR. Donc ce qu'il y a dans cette PPE3, c'est finalement ce qui avait été voté, c'est la ligne qui avait été votée au Sénat. Le Sénat est censé être de droite. Eh ben écoutez, ils auront leurs sanctions. Voilà, le LR, ils seront sanctionnés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parce que ils ne défendent pas les intérêts, me semble-t-il, des Français que vous avez. Alors vous avez formidablement bien expliqué. Moi je vous connaissais pas, j'avais un peu peur. Je me suis dit, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que je vous ai dit ? J'ai dit, c'est des sujets très compliqués. Vous êtes pédagogue, précis. Non mais c'est un bonheur de vous avoir, Monsieur Pernin. Merci. Je vous remercie beaucoup. On va marquer une pause et merci. C'est simple, on est dans un pays où nos élites aujourd'hui, plus elles sont nulles, plus elles ont de promotion. C'est absolument scandaleux. Et désolé, moi je ne suis pas un grand érudit, je suis un peu basico-basique, j'ai un peu de bon sens. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé de renflouer les caisses de France Télévisions comme ça ? Ils viennent demander 80 millions d'euros et on va les donner ? Mais vous savez, les Français qui nous écoutent, qui tiennent une boulangerie, qui tiennent une petite ferme, et où il leur manque juste 50 000 euros parce qu'il y a une augmentation de l'inflation, on va pas leur donner les 50 000 euros, croyez-moi. On va leur prendre leurs terres et on va les mettre en liquidation et ils vont récupérer à peine ce qu'ils ont investi. C'est ça la vérité de ce que vivent les Français. Vous savez, on dit qu'on est dans une économie libérale, mais pardonnez-moi, c'est un pays socialiste dans lequel on est. Parce que ça n'est pas normal de renflouer les caisses comme ça. Vous savez ce qui a créé la grande crise financière de 2008 ? C'est cet argument du too big to fail. Vous êtes trop gros pour vous écrouler, donc toutes les banques, elles en ont bien profité. Bien, France Télévisions, on devrait négocier avec eux. On devrait leur dire, comme tout le monde, vous devez faire des efforts si vous voulez ces 80 millions d'euros. Et ces efforts, c'est très simple, France TV,
terminé. Pourquoi est-ce qu'on va supprimer une chaîne C8 qui cartonne, qui arrive à avoir énormément d'audience, qui emploie énormément de gens, et on garde France TV, qu'on voit France Info TV? C'est absolument pas normal. Également cette émission sur France 5, parce que moi je vous en trouve des économies. Nous, vous avez, et c'est gentil ce que vous dites. On peut sourire autour de ce plateau, mais nous on n'a pas besoin d'avoir les petits fours, de se faire des petites bouffes sympas où les Français regardent ça et se disent, ben moi j'ai pas les moyens d'avoir une entrée plat dessert avec l'apéritif, etc. sur France 5 tous les soirs pour insulter les gens, pour dire que finalement Crépol c'était une simple rixe, etc. Que tout ça c'est de l'instrumentalisation. Ça on n'a qu'à couper. Le château, on n'a qu'à le récupérer. Il y a toute une série. Alors, le château c'est le c'est simple, on est dans un. Il tue son cambrioleur et il est poursuivi pour homicide volontaire. La justice française, c'est ça. Des gens arrivent chez toi, tu te défends et t'es accusé comme un meurtrier, comme un assassin. Écoute bien ce fait divers qui me met hors de moi. Dans la nuit du 8 au 9 février dernier, le week-end dernier, à Genasse, région lyonnaise, pour être très précis, allée des Jardins de Vuray, quartier pavillonnaire, revolèrent. Un ou plusieurs cambrioleurs, on ne sait pas encore, passent par le toit d'une maison. En gros, ils enlèvent les tuiles, ils passent par la laine de verre, le placo, parce que c'est très simple en fait. Tu sais, tout le monde protège les fenêtres et les portes, mais t'enlèves 3 tuiles, tous les couvreurs le savent, hop, et tu passes, et il arrive dans le couloir. Sauf que ça fait du bruit, 3h20 du matin, le propriétaire, armé, visiblement il avait raison d'être armé, tombe nez à nez avec un mec de 20 ans en face de lui, qui le met en joue. Dans ces cas-là, c'est comme dans le western, comme les Far West, c'est l'un ou l'autre. Il a défendu sa vie, il a défendu sa maison, il a défendu son bien. Il appelle la police, les autres se sont enfuis, il appelle la police, les secours, les gens arrivent, le cambrioleur est mort. Et là, la police interpelle le propriétaire et il est placé en garde à vue pour homicide volontaire, comme s'il avait voulu tuer cette personne alors que c'est de la légitime défense. Déjà, si tu veux pas mourir, tu cambrioles pas déjà. Déjà, à ce niveau-là, tu ne peux pas poursuivre un propriétaire qui se défend en pleine nuit. Tu ne peux pas, c'est pas logique, c'est pas juste. Et si t'es cambrioleur et que tu veux y aller et que tu meurs, ce sont les risques du métier. À aucun moment, tu devrais pouvoir te dire si je me défends, la justice de mon pays ne me défendra pas. Ce n'est pas acceptable du tout. Tellement. En fait, ça me met tellement en rage parce que ça peut tous nous arriver, tous. Et on sera même pas défendu par notre justice, par notre propre pays. Putain. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'arnaque du climat, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Pour elle, il y a un réchauffement climatique dû à l'être humain. Évidemment que nous, n'étant pas pris en main par ces mondialistes, n'étant pas sous la coupe d'actionnaires du World Economic Forum, on n'en pense pas moins du tout. Et donc du coup, nous sommes libres de dire ce que nous voulons et d'inviter qui nous voulons. C'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Jean-Michel Jacquemin Raffestin, que vous connaissez tous, que vous aimez tous. Il a écrit sur le Covid, il a écrit sur Tchernobyl. C'est un journaliste excessivement polyvalent. Justement, après le Covid, il fallait tout taper sur le climat. Comme vu que je suis spécialiste dans les mensonges d'État, je suis passionné par les mensonges d'État et malheureusement par la crédulité des peuples. Donc oui, je suis pas prêt de prendre ma retraite. Là, il y a encore beaucoup à faire. Il y a de quoi faire. Donc on va discuter avec lui, avec nos amis autour de la table. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Les 3 Laurent. Ils sont ce mois-ci Laurent Arthur Duplessis, Laurent Michelon, Laurent Ozon et bien entendu le maître du Logos, Alain Soral aussi. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit, puis n'oubliez pas, nous sommes devenus éditeurs aussi à Géopolitique Profonde. Laurent Ozon, les néoconservateurs, une élite impériale. Déjà plus de 1000 exemplaires l'espace de 10 jours vendus. C'est pas mal, merci. Mais je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, donc arrivons sur les 2000 exemplaires. Je suis très content de te recevoir. En plus, t'es quand même, comme tu habites loin, donc tu es quand même assez rare, donc ça me fait très plaisir de t'avoir ici en plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. D'ailleurs, là, tu t'es fait une nouvelle petite coupe de beau gosse. Hein. Oui. Hein? Franchement, faut le dire, beau gosse, là. T'as toujours, hein, mais là, encore plus. Hein. Ça change. Hein? C'est quoi, c'est le soleil de la Réunion? Ça change avec l'année dernière. Non, fallait assumer son âge, c'est tout simplement. Comment ça, ton âge?
Eh ben oui, écoute, j'allais pas continuer à faire des couleurs, j'ai 72 ans, je suis grand-père, arrête. je suis grand-père et T'as pas arrière-grand-père. 72 ans, donc, arrête tes conneries. À 72 ans? Ouais. Non, je crois que t'étais. Oui, Je crois que t'étais de la même génération, toi et moi. Mais non, j'ai été grand-père à 36 ans et je suis arrière-grand-père. Je crois que le premier, il a 12 ans C'est déjà. pas Donc, possible. Faut déménager à la Réunion, les amis. Hein. C'est là où on reste jeune et beau. voilà. Comme dans votre ami. D'ailleurs, justement, pourquoi ce livre? Tiens. Parce qu'il y en a déjà plein sur le climat. Pourquoi ce livre? Tout simplement parce que j'en ai un petit peu assez qu'on nous prédise l'avenir et qu'on oublie de nous parler du passé. Donc, tu as pu voir, le premier chapitre du livre, c'est tout simplement le passé, parce qu'il y a quand même déjà eu 5 extinctions sur notre Terre, mère, Gaïa, qui a quand même plus de 4 milliards 500 millions d'années d'existence. Et donc, elle a vécu à une époque où il n'y avait pas d'hommes, avec un CO2 qui était 20 fois plus important. Et depuis, il y a des glaciations, des déserts glaciaires, des déserts, ça se réchauffe. Alors, c'est vrai que le climat se réchauffe. D'abord, il faut demander, comme Yann Palmer le demande, depuis quand? Ça se réchauffe depuis 1850, 1870. Alors, c'est vrai que c'est le début de l'ère industrielle, mais c'est aussi la fin d'une mini-ère glaciaire. Parce que je rappelle que sous Louis XIV, à Versailles, les seaux d'eau gelaient. Quand même, hein, voilà. Et puis si on va aller plus loin, en 1132 par exemple, la Seine et le Rhin étaient à sec. Pareil pour les les étés 1304-1305. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Et puis par exemple, si on remonte à moins 28 000 ans, il y a eu 9 étapes chaudes, 9 glaciations en Europe, où on est passé de la toundra aux forêts de chêne, de la toundra aux forêts de chêne 9 fois, tu vois. Donc c'est pas nouveau du tout. Comment on explique ces phénomènes? Déjà, tu as des géopalétologues comme Ian Clark, qui en Antarctique travaillent sur des carottes, on appelle ça les carottes de Rosten, c'est-à-dire qu'il peut descendre à 2600 mètres et tirer une carotte de glace, et qui peut analyser, et il remonte sur 460 000 ans en faisant ça, et il peut, comme ça, calculer le CO2 qu'il y a eu depuis cette époque-là. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a des époques où il y avait 20 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, quand même, on fait quand même venir des marchandises de l'autre côté de la planète, alors qu'on pourrait les avoir chez nous. Par exemple, quand on importe de la viande d'Australie ou d'Argentine, au lieu de faire du mal à nos agriculteurs, on pourrait tout simplement le faire chez nous. Alors, on va continuer cette discussion, mais avant ça, je vais présenter nos amis autour de la table. Patrick Pazin, éditeur. Comment ça va, cher Patrick? Très bien, merci Mike pour l'invitation. Toi aussi, tu es spécialiste du climat, tu as écrit dessus, justement? Oui, notamment la partie militaire, puisque j'ai écrit l'arme climatique et l'arme environnementale. Nous avons déjà fait des émissions d'ailleurs sur très intéressantes. Je sais que tu auras beaucoup de choses à dire. Et à ta droite, Laurence Vacky, escrologue. Non, tu luttes contre l'escrologie. Ah bah oui. En plus, franchement, cette histoire de CO2, c'est assez... c'est quand même grotesque, hein, au bout d'un moment, voilà. Et sur la partie plutôt philosophique, parce que moi, ce qui m'importe aussi, c'est de parler de l'état d'esprit qui permet d'être lucide. Qu'en réalité, c'est assez facile de voir quand il y a une manipulation, mais c'est vrai qu'on a tellement habitué les gens à croire que tout ce qu'on leur dit et à obéir. Effectivement. Oui. Laurence a raison. Les gens là-dessus ne sont pas lucides. Ils gobent le narratif officiel. En tout cas, la masse, hein, je parle. Je ne vais pas te rappeler ce qu'ils ont gobé il y a 4 ans. Voilà. On éduque les gens de manière à ce qu'ils croient ce qu'on leur dit et qu'ils n'aient pas l'idée, l'envie de rechercher la vérité par eux-mêmes. Voilà. Donc, et puis, tu as vu dans l'introduction de mon livre, je parle de la façon dont on élève les jeunes et du livre de Brigelli, La fabrique de crétins. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux trouver comme titre de son livre. Effectivement, donc ils sont maintenant avec leur petite boîte magique à la main toute la journée. Et voilà, ça ne va pas plus loin. Alors mais c'est pareil pour les journalistes. Hein. Ils pourraient quand même savoir que dans le passé, il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. D'ailleurs, les glaciers qui fondent dans les Alpes, qu'est-ce qu'on trouve en dessous? Des voies romaines. À l'époque des Romains, il y avait 2 degrés de plus. Donc, Mais
cette idéologie mondialiste, parce que voilà, c'est vraiment l'idéologie la plus importante avec tous les côtés genre, transition, etc. D'ailleurs, on parle de transition écologique, d'ailleurs, pour le coup. C'est pourquoi? Est-ce que c'est juste pour nous prendre du fric? C'est pour nous prendre du fric et pour nous contrôler. Pour contrôler davantage et réduire nos libertés, bien sûr, puisque c'est parti, bientôt on aura droit qu'à 2 voyages par an. Oui, bien sûr, c'est pour nous contrôler. La voiture électrique, on y viendra plus tard, mais la voiture électrique aussi, c'est pour nous contrôler. Par exemple, moi qui écris des livres qui dérangent, si j'avais une voiture électrique, ce qui n'arrivera jamais, mais en admettant que j'en ai une et que je veuille m'en servir, elle pourrait très bien stopper à certains endroits où je pourrais plus la recharger. Ce sera pareil que la monnaie numérique. C'est pour nous contrôler davantage. C'est-à-dire que quoi? Comment on peut le contrôler? C'est-à-dire que en nous expliquant en gros que parce qu'on consomme trop, eh bien, il faudra consommer moins. Comment on peut nous contrôler globalement? Comme le reste? Non. Il suffit de dire non. Il suffit que les gens se réveillent, comprennent comment on les manipule, ce que l'on veut faire d'eux. Moi, tu sais, j'ai très peur pour la nouvelle génération. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'on a mis dans la tête des gens, enfin des jeunes, que s'ils ont des enfants, eh bien, ils vont tuer la Terre, ils vont créer l'apocalypse, etc. J'en parle dans le livre. Ben oui, je sais. Il y a des jeunes qui ne font plus d'enfants pour sauver la Terre. Mais oui, mais visiblement, comment toi tu fais? Toi, t'as des enfants, des petits-enfants. Comment tu fais pour leur dire, voilà, tout ce qu'on vous dit, c'est bidon? Et justement, est-ce que ces enfants te disent, écoute, papa ou papy, notre prof nous a dit ceci, la télé dit ça, pourquoi tu vas en contradiction de la télé? Parce que moi, je vais te dire, je reçois énormément de gens, où je vais dans des manifestations, où on me dit, écoutez, moi, je suis minoritaire dans ce que je pense, oui, et on me met de côté. Voilà. Est-ce que toi, ça t'arrive? Pour plein de choses. Et comment faire pour, pour les gens qui nous regardent, pour justement arriver à ce que on puisse, entre guillemets, sauver nos proches, parce que c'est ça qui compte, en réalité. C'est ce que j'ai fait avec une certaine injection, puisque moi j'ai une petite fille, son médecin, sa gynécologue, sa dermato voulait absolument qu'elle fasse le vaccin expérimental, et elle a résisté, elle ne l'a pas fait, donc j'ai réussi à lui faire enlever ses petits écouteurs qu'elle avait beaucoup trop longtemps dans la journée. C'est vrai que dans la rue, on voit plein de jeunes qui ont leurs petits trucs blancs qui dépassent, ils savent pas qu'ils sont en train de se préparer à un cancer du cerveau dans quelques années. Non, on peut discuter avec les gens. Bon, autour de moi, mais enfin mes enfants, mes petits-enfants, ça va, il y a pas de Mais comment problème. t'as fait? J'ai parlé avec eux, je leur ai expliqué, je leur ai fait lire des rapports que j'ai. Je les mets pas forcément dans mes livres, mais dans mes livres, je mets la note de bas de page où les lecteurs peuvent télécharger les rapports, donc ils peuvent après s'informer. C'est pareil dans celui-ci d'ailleurs, pour certains rapports, ils peuvent les télécharger. Et justement, la genèse de ces livres, et comment aussi tu as fait pour enquêter, parce que voilà, c'est un livre qui est épais, c'est ultra sourcé. Voilà, déjà la genèse, pourquoi avoir écrit dessus déjà, et enfin pas plutôt ça. Comment ça a commencé plutôt? Et comment tu as fait pour enquêter? Comment tu as trouvé toutes ces sources? Et comment tu en es arrivé à cette conclusion qu'en fait, voilà, c'est une arnaque? La conclusion, il suffit de lire les rapports des scientifiques qui ne dépendent pas du GIEC. Parce que le GIEC, là, nos gentils idiots écologiques corrompus, d'abord, ils ne prennent que des scientifiques qui sont dans le même sens qu'eux. Voilà. Et puis avant qu'ils commencent à faire le rapport, ils ont déjà le résultat du rapport. Et si le rapport ne convient pas, le GIEC n'a aucune gêne à modifier le rapport pour arriver à la finalité qu'il souhaite. Voilà. Donc, moi, je travaille de mon bureau, simplement sur Internet. J'ai mes sites américains où je peux avoir des informations, des rapports et tout. Et puis, ça va peut-être étonner, mais je travaille avec là-haut. Donc raconte-nous, je veux que tu nous racontes ça. Moi, je travaille avec mes anges gardiens, avec mes guides, et c'est pour ça que je sais qu'ils m'ont déjà commandé les 2 tomes suivants. D'accord. Qu'est-ce qu'ils te disent tout à l'heure. Mais tous mes livres, les livres sur les vaccins, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. J'ai travaillé avec mes guides, j'ai travaillé avec Sylvie Simon qui nous a quittés en 2012. Mais parce qu'il faut aussi rappeler aux gens que tu as été le premier
à écrire sur Tchernobyl. Oui. Tchernobyl qui a été un énorme mensonge d'État. Voilà. Ce n'était pas rien. On nous a fait croire que ça s'est arrêté dans les Alpes, ce qui était faux. Voilà, et quand je me suis intéressé à Tchernobyl, plus personne ne parlait de Tchernobyl. Mon livre est sorti en 1997, et c'est vrai que j'ai mis la pagaille en France sur le côté sanitaire et écologique, puisque la première émission que j'ai faite après la sortie du livre, c'était avec Yves Calvi sur Europe 1, et on a fait sauter le standard d'Europe 1. Tellement de gens avaient des problèmes, des cancers de la thyroïde, ou des problèmes thyroïdiens, sans aller jusqu'au cancer, et puis même avec d'autres cancers, puisque j'avais expliqué les cancers du foie et les cancers du poumon à l'époque. Qu'est-ce qu'ils te disent, ces anges, aujourd'hui? Est-ce qu'ils te parlent un peu de l'avenir? Ben, ils me disent de continuer. Non, ils ne me parlent pas de l'avenir, ils me parlent de mon travail, ils me parlent de ma mission de vie. Voilà, ma mission, c'est ça. C'est quoi? Un jour, une médium m'avait dit, si vos anges gardiens ont décidé que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, ils vont tout balayer. Bon, c'est rentré là, c'est sorti là. Mais 6 mois après, c'est revenu, oui, pour tout balayer. Ils ont tout balayé. C'est-à-dire, comment ça? Divorce, la société qui part en liquidation, voilà, tu repars de zéro. Et donc, tu as rebondi à la suite de ça? Voilà. Comment on rebondit? Mais beaucoup de gens rebondissent. Je veux dire, je ne vais pas dire de nom, mais je connais des gens qui ont des missions comme moi, et il a fallu qu'ils tombent très bas pour rebondir.